Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes à cette webconférence portant le titre de l'apport de l'ergonomie face aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre. La séance sera présentée par Mme Geneviève Barry-Gingras, professeure titulaire et directrice des programmes en ergonomie. Nous prévoyons que la durée sera d'environ 60 minutes, incluant une période de questions. Vos questions devront être d'ailleurs posées dans l'outil questions-réponses disponible sur la plateforme. Je les lirai à la conférencière à voix haute afin qu'elle puisse y répondre au bénéfice de tout le monde. En terminant, sachez que la séance sera enregistrée et nous vous ferons parvenir le lien pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, la revisionner. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Donc, je vous parlerai aujourd'hui d'une problématique dont on entend presque tous les jours parler dans les médias. Ça fait la une des journaux dans différents secteurs d'activité économique. On nous parle de pénurie de main-d'œuvre et vous voyez que j'utilise les guillemets puisque je pense qu'avec l'apport de l'ergonomie, on peut peut-être nuancer la notion de pénurie. Je vais aussi tenter de montrer comment l'ergonomie peut être d'un certain apport pour euh, résoudre ces difficultés, puis comprendre ce qu'il y a derrière ce problème. Alors, bien sûr, avec le télétravail qui s'est généralisé au cours de la pandémie, l'ergonomie a été bien à la mode et on a entendu beaucoup parler de postes à écran et on pourrait presque imaginer qu'avec le 500 $ que vient de nous offrir le gouvernement, on réglerait plein de problèmes si tout le monde utilisait cet argent pour acquérir une chaise pleine de bons réglages, là, une chaise ergonomique. Bon. Vous savez bien que l'ergonomie ne se limite pas aux chaises et même quand on parle des postes à écran, il ne s'agit pas seulement d'ajouter un équipement plein de réglages, mais il faut avoir une approche beaucoup plus globale, ce que propose euh, ma collègue maintenant retraitée, Sylvie Montreuil, dans un guide qu'elle avait publié déjà en 2008. Alors, vous savez que l'ergonomie, c'est au-delà des équipements avec des ajustements, c'est une discipline scientifique et une pratique professionnelle. C'est ce que j'essaierai de brièvement poser pour vous. Et je vous offrirai le regard de l'ergonomie sur les pénuries de main-d'œuvre et je donnerai quelques exemples de réponses qui peuvent être offertes par la démarche ergonomique sur la base de projets d'intervention de finissants et finissantes de la maîtrise en ergonomie. Je vous dirai finalement quelques mots sur ce programme et ce qu'il compose. Alors, vous savez, l'ergonomie, ça vise à adapter le travail à l'humain plutôt que l'inverse. Et donc, l'Association internationale d'ergonomie nous rappelle effectivement que c'est à la fois une discipline scientifique qui produit ses propres connaissances, mais aussi d'un métier, d'une profession qui applique des principes théoriques, des données, des méthodes et qui, au Québec et dans le monde francophone, a développé sa propre méthodologie, c'est un de ses apports, pour contribuer à la planification, la conception, l'évaluation, de toutes les dimensions des situations de travail, donc non seulement le mobilier, mais aussi euh, les caractéristiques des emplois, les produits, l'organisation du travail elle-même et tout ce qui est l'environnement, y compris l'environnement psychosocial du travail, pour les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes, tout en visant aussi à assurer l'efficacité de ces processus. Donc, l'ergonomie centrée sur l'activité, c'est celle qu'on utilise dans le cadre de notre programme et qui est donc, essentiellement développée initialement dans le monde francophone. Elle a ses racines dans plusieurs disciplines, mais elle a aussi un tronc qui lui est propre, ses objectifs, la santé et l'efficacité, sa compréhension de l'activité de travail et ses méthodes propres, pardon, et les connaissances qu'elle développe sur ces deux points. Elle a des branches qui sont des domaines d'intervention, des domaines d'application qui rejoignent aussi d'autres disciplines et les ergonomes vont donc bien comprendre les limites de leur propre apport et collaborer avec les ingénieurs, des architectes, des designers, des spécialistes de l'organisation du travail. Et toujours, l'apport de l'ergonomie, c'est de faire tout cela dans une démarche qui fait appel à l'expérience et aux connaissances des personnes qui réalisent le travail.
Donc, dans les disciplines aux racines de l'ergonomie et dans celles dont les branches se rejoignent, il y a des disciplines qui nous apportent des connaissances sur la santé, des disciplines qui nous apportent des connaissances sur le travail, des disciplines qui nous apportent des connaissances méthodologiques. Il y a aussi des connaissances spécifiques aux situations qui sont étudiées, qui sont extrêmement variées. Donc, au-delà des postes à écran ou des situations de manutention, vraiment une grande diversité de tâches. Parmi les postes qui ont été étudiés par les étudiants finissant de la maîtrise en ergonomie, il y a autant des restauratrices d'œuvres d'art que des personnes qui travaillent sur des lignes de découpe dans le secteur de la volaille. Donc, dans les disciplines également dans lesquelles on puise, il y a aussi celles qui nous apportent des connaissances sur les milieux de travail et sur les processus de changement, du micro jusqu'au macro, parce qu'on verra que l'ergonomie peut aussi avoir des contributions au-delà d'un poste de travail comme tel dans la conception des politiques publiques. Et finalement, des connaissances sur les processus de conception, puisque, comme je le disais, les ergonomes collaborent avec différentes personnes qui interviennent dans la conception des situations de travail. Alors, l'apport de l'ergonomie, il est double. C'est donc essentiellement la méthodologie d'analyse de l'activité. Et donc, on conçoit le travail, l'activité de travail, comme la rencontre entre des conditions offertes par un milieu de travail pour réaliser des tâches et répondre à des exigences dans un certain environnement social, et les caractéristiques propres d'une personne à un moment donné, caractéristiques qui évoluent dans le temps, donc son âge, son sexe, son expérience, sa formation, ses caractéristiques physiques et mentales, ses perceptions, ses aspirations, et donc au-delà de l'anthropométrie, donc les dimensions physiques d'une personne pour sélectionner une chaise appropriée, on va s'intéresser à la personne de manière globale. Et donc, cette rencontre-là entre les tâches et les conditions dans lesquelles elle se réalise et les caractéristiques de la personne, ça module l'activité de travail qui a toujours, au sens des ergonomes, une dimension physique, mentale ou cognitive et psychique, et également une dimension sociale. Et ce que la personne réalise à travers son activité, c'est une régulation des contraintes en fonction de ses propres capacités et des marges de manœuvre que lui donne la situation. Donc, ça produit tout ça des effets sur la santé physique et mentale de la personne et aussi, bien sûr, des effets en termes de production de biens et de services, en termes de quantité et de qualité. Et donc, ce qu'on essaie, c'est de préserver, de favoriser la santé et également d'assurer que la qualité est au rendez-vous et que les objectifs d'efficacité sont remplis. Alors ça, c'est un apport de l'ergonomie. L'autre apport est sa démarche d'intervention qui lui est propre et qui suppose une série d'étapes qui sont présentées ici de manière linéaire, mais qui, dans la vraie vie, donc, suppose des boucles et des rétroactions. Donc, une première étape où on va analyser la demande et puis on va parfois la transformer, c'est-à-dire que parfois les milieux de travail arrivent avec des solutions déjà toutes faites et puis on peut constater que ben, le problème est vu de manière différente par différents acteurs dans le milieu de travail et qu'on peut reformuler cette demande-là pour la prendre de manière plus globale. Je vous donnerai deux exemples tout à l'heure sur la base de demandes réelles qui ont été traitées par des étudiants. Les ergonomes vont ensuite réaliser des investigations préliminaires pour bien choisir les situations à analyser et comment le faire, puis réaliser en profondeur une analyse de situation de travail qui va permettre de formuler ce qu'on appelle un prédiagnostic. Pourquoi prédiagnostic? Parce que la participation du milieu est vraiment essentielle et le diagnostic va être validé par d'abord, bien sûr, les travailleurs et les travailleuses qui participent à la démarche, qui connaissent l'activité réelle de travail, puis aussi par les autres acteurs du milieu de travail qui ont une influence sur ces conditions de réalisation du travail. Et donc, à partir du prédiagnostic, une fois validé, on va, avec le milieu de travail, élaborer un plan d'action et donc des pistes de transformation
et concevoir des projets de transformation en collaboration avec euh, les acteurs du milieu de travail et les professionnels compétents pour nous assister. Et donc, euh, c'est là qu'on va mettre en jeu les méthodologies propres à l'ergonomie, dans en particulier tout ce qui est la compréhension de l'activité de travail qui s'appuie sur des méthodes d'observation et des méthodes de verbalisation, donc qui font appel aux connaissances propres aux travailleurs et aux travailleuses qui réalisent les activités qui sont étudiées. Donc, je m'appuie ici, là, vous l'aurez remarqué, sur un ouvrage de référence qui a formalisé la méthodologie de l'ergonomie et qui a été rédigé par des ergonomes québécois et québécoises, dont Marie Bellemare, qui est une ancienne professeure du département des relations industrielles. Alors, parlons maintenant des pénuries de main-d'œuvre. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un problème démographique ou est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus globale et plus complexe du phénomène? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que dans certains secteurs d'activité, on peut moins parler de pénurie que de roulement très élevé, d'où un recrutement qui est constant. Donc, environ 20 des postes vacants, c'était en 2018, étaient des postes pour lesquels il y avait un recrutement permanent. Donc, des industries où est-ce qu'on peut comprendre que soit ils sont en grande expansion en continu, ou soit plutôt ils sont dans une situation où est-ce qu'il y a des taux de roulement extrêmement élevés, et on peut supposer que c'est dû en partie aux conditions de travail qui sont difficiles. Je vais y revenir. Et donc, par ailleurs, on peut aussi penser que dans bien des situations, il y a des difficultés d'attraction et de rétention des nouveaux qui sont dues, entre autres, à des conditions de travail difficiles et à des pratiques d'intégration qui sont déficientes. Dans d'autres cas, on pourrait penser qu'il y a aussi des départs qui sont volontaires pour quitter des conditions de travail qui sont difficiles et aussi des difficultés de maintien en emploi pour des travailleurs ou des travailleuses vieillissants dans certains emplois, et par exemple aussi pour des femmes dans des métiers traditionnellement masculins, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles l'ergonomie peut avoir un apport. Donc, je veux juste mentionner que ce problème-là, il n'est pas tout récent et que depuis un bon bout de temps, on peut mettre en évidence que, bien sûr, il y a des écarts entre ce qui est souhaité par les travailleurs, les chercheurs d'emploi, et ce qu'ils trouvent sur le marché du travail. Et bien sûr, la première réponse à laquelle on pense, c'est de dire, ben, le salaire est insuffisant. Mais dans cette enquête qui a été menée au Canada, dans différentes provinces en 2004, Graham Lowe faisait ressortir que l'écart ne se situait pas seulement au niveau de la rémunération, mais aussi pour ce que j'ai souligné ici en orange, c'est-à-dire la formation pour faire le travail de manière efficace, puisque c'est quelque chose de fondamentalement important au travail, d'avoir l'impression qu'on fait un travail de qualité, c'est bon pour la santé mentale, et aussi des conditions de santé, de travail qui vont nous permettre de travailler en santé et en sécurité, et également tout ce qui est l'équilibre entre le travail et la vie hors travail. Et donc, il y a des écarts là, qui peuvent être assez importants entre ce que les gens recherchent et ce qu'ils trouvent sur le marché du travail. Et quand, au plan démographique, il y a moins de travailleurs, ben, il y a aussi moins de gens qui vont être attirés vers les emplois qui sont les plus, où l'écart est le plus grand. Et c'est ressorti de plus en plus dans les conflits de travail. Donc, si on regarde les points en litige lors de grèves et de locales dans les données produites par le Secrétariat du travail du Québec, entre 1998 et 2017, on a vu que depuis la fin des années 2000, on a de plus en plus de conflits qui sont non seulement sur des enjeux traditionnels de niveau et de sécurité d'emploi, de salaire, de règles d'ancienneté pour accéder au poste et de tout ce qui est la compensation liée à la retraite, aux assurances, tout ça, mais aussi à l'organisation du travail, les horaires de travail, les règles concernant l'exécution du travail, la charge de travail, les périodes de repos et de repas et des enjeux de santé et de sécurité du travail. Donc, ça nous donne d'autres indices qu'il faut chercher de ce côté-là.
Alors, face aux pénuries actuelles, les réponses les plus courantes, ou en tout cas celles qui sont les plus médiatisées, on voit que beaucoup d'entreprises, d'organisations font preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des réponses. On voit on voit beaucoup d'efforts très imaginatifs là, pour se faire remarquer comme employeur, donc des efforts de recrutement. On voit aussi des efforts pour améliorer les conditions d'emploi en termes de salaire, de certaines conditions d'emploi, d'horaire, etc. Et donc, c'est ce que j'appelle l'enveloppe du travail, mais il y a d'autres réponses qui sont possibles et peut-être moins utilisées, et ce sont les réponses auxquelles l'ergonomie peut contribuer sur la base de l'analyse du travail. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, à quel rythme on le fait, de quelle manière on le fait et pourquoi. Et donc, euh, pour terminer sur les réponses actuelles aux pénuries, bon, on parle souvent de la nécessité de formation en fonction des besoins de l'industrie. Ce qu'on constate par contre, c'est que la rareté est généralement la plus élevée dans des emplois qui ne demandent pas ou peu de formation, de qualification, et que quand on fait de la formation en emploi, ben, il n'y a pas toujours un arrimage entre le contenu de la formation et les conditions réelles dans lesquelles elle va devoir être appliquée. C'était le cas dans ce qui est ressorti d'une étude sur les préposés aux bénéficiaires. Et l'autre réponse, comme on l'a vu, c'est celle des augmentations salariales et des primes temporaires qui sont certainement nécessaires, mais qui ne répondent pas à toutes les dimensions du problème. Et on l'a vu, là, le cas des infirmières récemment, là, où on leur offre des primes temporaires pour les maintenir en emploi. Ça montre la nécessité aussi d'améliorer les horaires, l'organisation du travail, par exemple les enjeux de ratio entre soignants et patients et les conditions de travail au quotidien. Même chose pour les incitations à retarder la retraite, à maintenir en emploi des travailleurs vieillissants. On sait que les conditions d'exercice du travail influencent d'une part la santé, puis d'autre part la satisfaction au travail, et que ce sont des déterminants de l'intention de prendre sa retraite. Donc, il faut se demander, est-ce que le travail ne contribue pas au vieillissement, et puis aussi la manière dont les changements sont introduits ne contribuerait pas à faire que des gens se sentent trop vieux pour se maintenir en emploi. Donc, on peut penser à des adaptations et au développement de marge de manœuvre. Finalement, le recours à des travailleurs d'agences de placement de personnel comme solution temporaire aux pénuries, l'ergonomie contribue à montrer que ça augmente les risques pour les travailleurs réguliers et que c'est aussi une situation qui est à risque pour les travailleurs d'agence eux-mêmes. Donc, pour répondre aux pénuries, c'est bien clair qu'il faut apporter d'autres réponses par une amélioration des conditions de réalisation du travail lui-même. Et il y a plusieurs études qui ont bien montré qu'au-delà de la rémunération, qui est certainement un enjeu important, il faut aussi regarder toutes sortes d'autres dimensions des situations de travail. Comme ici, c'était démontré dans le cas des travailleurs de l'équivalent des CHSLD là, aux États-Unis. Et donc, on va regarder deux exemples dans des emplois dits peu qualifiés pour lesquels les pénuries sont les plus importantes. C'est vraiment dans ces secteurs-là qu'actuellement, on parle de pénurie de main-d'œuvre. On pourrait plutôt parler de rareté. Et donc, dans ces secteurs-là, il y a des contraintes physiques qui sont souvent importantes, qui sont trop souvent normalisées. On voit ça comme ça fait partie du travail, quand ce sont des emplois à prédominance masculine. Et les conditions de travail difficiles, la pénibilité des tâches est souvent invisibilisée, invisible ou sous-estimée quand il s'agit d'emplois à prédominance féminine. D'autre part, on parle, même si on s'intéresse aux conditions de travail, aux conditions de réalisation du travail, il faut prendre en compte qu'il n'y a pas que les conditions physiques de travail, mais aussi les dimensions cognitives et sociales qui doivent être prises en compte. Les exemples vont bien le montrer. Et donc, une réponse efficace suppose la compréhension de l'ensemble de ces dimensions et d'adapter tous les éléments pertinents des situations de travail, qu'il s'agisse des aménagements, des outils, de l'organisation du travail, de la formation et du transfert des savoir-faire entre les travailleurs novices, les nouveaux, et les travailleurs en place, les personnes expérimentées. Alors, je vous donne
des exemples sur la base des réponses qui ont été proposées par des étudiants finissant de la maîtrise en ergonomie dans le cadre de leur projet d'intervention. Et donc, ces exemples vont se situer dans deux secteurs où les pénuries, entre guillemets, de main-d'œuvre sont récurrentes là, depuis plusieurs années. Donc, on se base ici sur des données de 2019. Je vais donc parler d'un cas dans la fabrication et d'un autre dans les soins de santé. Donc, le premier exemple est donc en milieu industriel. Il s'agit d'un poste de travail dans un milieu où une entreprise où on fabrique des moulures qui vont être des cadres de fenêtres, des moulures de plafond ou de bas de mur, des cadres de portes, etc., à partir de morceaux de bois. Et donc, le poste auquel on va s'intéresser, c'est le poste qu'on appelle celui de la jointeuse, c'est-à-dire où on reçoit différents morceaux de bois qui arrivent un peu comme celui-ci. Donc, en termes de dimension, mais ce serait un morceau unique, pas fabriqué avec plusieurs planches. Et donc, ces morceaux arrivent de deux convoyeurs vers un troisième. Le rond rouge ici, c'est la travailleuse ou le travailleur au poste qui donc inspecte les morceaux de bois qui lui arrivent pour détecter les défauts et soit évacuer les pièces qui ne répondent pas aux standards, qui ne peuvent pas être utilisées, donc sur le chariot à rebut, soit retenir les pièces, mais après les avoir inspectées sur les 6 faces. Parce que, effectivement, sur un morceau de bois comme ça, il y a bien 6 côtés à inspecter pour trouver différentes caractéristiques et selon le défaut, on va le placer d'une certaine manière. Alors, vous voyez que ça se fait extrêmement rapidement puisqu'on a des, euh, des vitesses là, de défilement là, des pièces sur le convoyeur qui sont extrêmement élevées. Donc, ici, c'est une image du poste là, pour montrer justement, ici, le travailleur saisit une pièce de bois. Il y a différentes manières de les saisir pour arriver rapidement à inspecter les 6 côtés. Et on voit que si ce n'est pas fait suffisamment rapidement, ben, il y a des pièces là, qui s'accumulent à l'entrée, à l'arrivée d'un des deux convoyeurs. Et puis, ben, l'autre convoyeur amène les pièces directement au poste de la travailleuse. Et donc, parfois, là, il faut que la personne aille chercher des pièces qui sont déjà rendues un petit peu plus loin pour les ramener juste devant elle pour pouvoir faire l'inspection. Donc, c'est un travail qui est très exigeant, non seulement sur le plan physique, puisqu'il faut manipuler les pièces, mais également sur le plan cognitif. Donc, si on regarde ce qui doit être fait sur le plan cognitif, donc il faut rechercher des informations, observer les 6, pas faces, mais faces du bloc. Il faut détecter des défauts ou des caractéristiques, dont je vais parler à la diapo suivante, interpréter si c'est acceptable ou non selon le type de production qui est en cours, c'est-à-dire des seuils de porte, des cadres de fenêtre, etc., et le placer dans la bonne position pour le masquer au besoin. Donc, qu'il soit sur le côté qui ne sera pas visible une fois le morceau posé sur un mur, un cadre, etc. Et éventuellement rejeter les blocs ou le placer dans la position déterminée pour son insertion dans la jointeuse. Et ça dépend du type de pièce qui est en train d'être produit. Et donc, c'est extrêmement complexe parce qu'on doit prendre en quelques fractions de secondes des décisions sur qu'est-ce qu'on fait avec la pièce. Alors, s'il y a un bord qui est mangé, c'est correct pour un seuil, il faut le placer en haut à droite, mais si on est en train de faire des fenêtres, il faut le retirer. Et si c'est un cadre de porte, ben c'est retiré si c'est plus que la moitié du bord qui est mangé. Donc, ça dépend du type de porte, etc. Donc, vous voyez que les critères sont très complexes qui dépendent du type de morceau qui est fabriqué et qui dépendent du type de défaut qui doit être repéré. Donc, ça, c'est en soi un résultat du travail de l'ergonome. Ici, c'est une étudiante qui s'appelle Gabrielle Chang qui a mis en évidence, a explicité ces critères-là
en observant les travailleurs à ce poste-là et en travaillant avec les différents acteurs de l'entreprise pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire à ce poste-là. La difficulté était des troubles musculo-squelettiques dans le milieu de travail à différents postes sur lesquels l'entreprise avait fait une demande pour l'aider à améliorer les situations de travail, mais aussi le fait que, étant donné que le poste de travail est difficile, sur le plan musculo-squelettique, mais aussi sur le plan cognitif, c'était difficile de trouver des personnes pour venir remplacer à ce poste-là. Donc, il y avait aussi la dimension cognitive et pas juste la dimension musculo-squelettique, puis les deux sont imbriqués. Alors, les projets qui ont été mis en œuvre par l'étudiante avec le milieu de travail visaient à réduire la répétition des mouvements des poignets et des mains. Pour ça, il fallait réduire le nombre de manipulations et de doubles manipulations, c'est-à-dire des pièces qu'on doit rattraper parce que ça va trop vite sur la chaîne, entre autres. Et ça, l'idée a été, entre autres, d'améliorer la détection des défauts en amont avec une nouvelle version du programme qui dirige le scanner qui existe à la machine précédente, afin de réduire le nombre de pièces non conformes qui arrivent au poste de travail et donc qui doivent être retirées manuellement. Et aussi, l'idée était de faciliter l'inspection visuelle par un marquage automatisé au poste précédent. L'autre élément, c'était de réduire la quantité d'informations à traiter en fonction du temps et faciliter le traitement des informations. Donc, tous les éléments précédents y contribuent. Et aussi, faciliter l'intégration de nouvelles personnes au poste en explicitant les critères et en facilitant la transmission. Donc, l'étudiante a élaboré un guide de formation visuelle pour savoir comment traiter chacun des défauts. Par ailleurs, il y a eu bien sûr un réaménagement aussi qui a été proposé pour réduire les postures contraignantes au dos et aux membres supérieurs, entre autres les torsions pour aller porter les morceaux de bois sur la table à rebut. Donc, par différents moyens, là, différents réaménagements, là, améliorer les postures utilisées au poste de travail. Et donc, l'idée derrière cette présentation-là du premier pas, c'est de montrer comment, même dans des tâches qui apparaissent essentiellement manuelles, pour lesquelles le problème le plus évident est un problème d'ordre musculo-squelettique, il peut y avoir des dimensions cognitives extrêmement complexes et des contraintes de temps, puis que pour faciliter l'intégration de nouvelles personnes dans un poste de travail et la rétention des personnes qui y sont déjà, on peut agir sur un ensemble de déterminants là, qui vont au-delà de la vision étroite de l'ergonomie qu'on peut avoir parfois. Puis dans ce cas-ci, bien sûr, des améliorations salariales peuvent avoir un impact sur l'attraction et la rétention, mais n'auraient pas suffi à régler tous les problèmes. Donc, je vais donner un deuxième exemple, cette fois dans les soins, c'est-à-dire dans les soins de longue durée à des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et donc, c'est une intervention qui a été réalisée par une autre finissante de la maîtrise en ergonomie, Audrey Zomo. Et la demande venait de ce CHSLD qui observait donc des blessures au dos, aux membres supérieurs qui survenaient lors de transferts de résidents, par exemple du lit au fauteuil, du fauteuil au bain, etc., lors de soins qui nécessitent d'assister les personnes en perte d'autonomie dans leur mobilité. Et l'idée était initialement de trouver quelles étaient les manœuvres qui étaient les plus à risque pour voir qu'est-ce qui faisait que la formation qui leur était donnée n'était pas nécessairement appliquée. Alors, il s'agissait à ce moment-là de voir la manière dont la demande a été reformulée par l'étudiante était d'essayer de comprendre quelles étaient les difficultés rencontrées par les novices malgré la formation, donc d'identifier ce qui se passait sur le terrain quand elle travaillait. Essayer aussi après quelques observations préliminaires, elle a compris qu'il y avait aussi des difficultés dans les interactions avec les résidents dont les comportements étaient imprévus ou non coopératifs, souvent liés avec des problèmes cognitifs, une désorganisation. Et donc, pourtant, théoriquement, ils auraient
à leur disposition des informations suffisantes dans le cadre des ce qu'on appelle les profils fonctionnels qui décrivent les caractéristiques des résidents et les manières de travailler avec eux. Et donc, la question, c'était de voir est-ce qu'il y a d'autres informations qui seraient utiles dans dans le profil fonctionnel et dans le plan de travail quotidien écrit là, des préposés aux bénéficiaires qui ferait en sorte que ça se passerait mieux. L'autre problème qui a été identifié par l'étudiante assez rapidement, c'est la présence de préposés aux bénéficiaires provenant d'agences de placement, une réponse à la difficulté de recrutement. Et donc, elle a investigué donc, quelles difficultés ça causait pour le travail. Et donc, elle a noté les interruptions du travail du personnel régulier, donc jusqu'à 7 fois dans un quart de travail, soit par d'autres membres du personnel, soit par des préposés d'agence qui étaient un peu perdus. Puis là, 7 fois, là, c'est seulement au moment où elles étaient en train de faire des manœuvres pour aider à déplacer des bénéficiaires. Et donc, des interruptions, des problèmes de méconnaissance des résidents qui, en plus, ont des problèmes cognitifs et donc avec qui c'est peut-être plus difficile de communiquer, des problèmes de méconnaissance des équipements et de la routine sur chacun des étages. Et bon, donc, elle a documenté les risques que ça présentait pour toutes et tous, c'est-à-dire le personnel régulier, le personnel d'agence et les résidents. Donc, le diagnostic qu'elle a posé et validé auprès du milieu, c'était que la formation, pour sa mise en œuvre, il y avait des difficultés liées au fait qu'il y avait beaucoup de personnel à temps partiel et donc qui étaient formés, repartaient, n'avaient pas une présence régulière sur le lieu de travail. Il y avait des changements d'étage qui étaient fréquents et donc, et les routines sur chacun des étages étaient différentes et donc ça rendait l'application des principes montrés en formation plus difficile. Quant au profil fonctionnel, donc c'est-à-dire le document qui explique quelles sont les caractéristiques des résidents et quels équipements utiliser avec eux, comment faire les manœuvres, ben, les résidents, leur capacité évolue, parfois en mieux, parfois en moins bien, avec des épisodes de maladies temporaires, tout ça. Donc, la mise à jour n'était pas nécessairement assez fréquente et les informations qui étaient fournies n'étaient pas nécessairement suffisantes sur les particularités des résidents. Donc, et surtout sur les stratégies à adopter avec eux. Quant à la communication incomplète avec les résidents pour obtenir leur collaboration, on identifiait différents facteurs dans le diagnostic proposé par l'étudiante et accepté par le milieu. Et donc, un des facteurs, c'était la pression temporelle et justement le fait qu'on recourait souvent à des préposés d'agence. Donc, il n'y avait pas de solution facile pour recourir moins aux préposés provenant d'agences de location de personnel. Et donc, on a essayé de voir dans son projet comment c'était possible de mieux les intégrer. Et donc, c'est l'objectif d'un des projets qu'elle a mené, une meilleure intégration des préposés d'agence par la production d'un document de référence sur le milieu par étage, disponible à différents endroits stratégiques, qui allait leur montrer quelle était la routine sur l'étage, les horaires, où étaient les différents équipements dont ils pouvaient avoir besoin, etc. Et par un jumelage à l'arrivée sur la base d'une fiche imagée complétée par la préposée d'agence et donc qui permettait d'avoir un bon portrait rapidement de ses connaissances quant aux équipements, aux principes d'alimentation, les symboles, les règles à respecter selon différentes caractéristiques, les principes et les équipements de sécurité, les outils de travail, les emplacements. Et donc, ce sont 2 documents visuels qui ont été élaborés par des groupes de travail animés par l'étudiante et qui ont ensuite été implantés dans le milieu de travail. Deuxième projet, c'était l'amélioration de la transmission d'informations sur les particularités des résidents. Et là, je souligne encore une fois que ce dont on parle ici, c'est encore une fois les dimensions cognitives et sociales de l'activité pour soutenir une amélioration des conditions physiques. Donc, ici, il s'agissait donc de modifier
les plans de travail, le document écrit avec lesquels les PAB, les préposés partent travailler, faire leur tournée pour aider les résidents. Donc, ils ont été impliqués dans la préparation des plans de travail et ils ont été uniformisés entre les étages pour faciliter la transition de personnel qui devait se promener, donc d'avoir des repères communs. Et puis, l'uniformisation, ce n'est pas un principe à tout prix, c'était on uniformise en gardant ce qu'il y a de meilleur puis qui est de plus utile. Et quant au profil fonctionnel, il a aussi été modifié pour correspondre encore plus aux besoins des préposés aux bénéficiaires. Alors, je pourrais donner d'autres exemples là, sur la base des projets des étudiants, entre autres dans une entreprise de transformation du métal, où il y avait aussi une demande liée à des efforts physiques importants qui pouvaient générer des blessures au dos, entre autres. Il y a eu des modifications à un poste où des outils lourds et longs sont utilisés pour réduire les risques pour les travailleurs en place, très majoritairement masculins. Mais on s'est rendu compte en cours de route, l'étudiant s'est rendu compte qu'il y avait par ailleurs dans l'entreprise une volonté d'intégrer plus de femmes pour élargir le bassin de recrutement et puis que les stratégies qui étaient visées, les obstacles qui étaient déjà envisagés par l'entreprise euh, euh, ne faisaient pas nécessairement de, je reprends. C'est-à-dire qu'on avait déjà envisagé une série d'obstacles, mais on a vu là, une possibilité de joindre les développements amenés par le projet de l'étudiant à cet objectif là, de- d'amélioration du poste de travail en question, puisque on le sait, il y a des obstacles qui sont largement connus dans tous les secteurs d'activité économique pour l'intégration des femmes dans certains métiers, dont des horaires de travail qui sont plus difficilement compatibles avec les responsabilités familiales ou des longues heures de travail qui ont le même effet. Mais il y a aussi des enjeux qui sont que les postes ont été conçus pour des hommes et en améliorant les postes de travail, on permet non seulement d'intégrer des travailleuses, mais aussi d'améliorer les conditions de travail pour les hommes à ces postes et pour éventuellement le maintien d'emploi de personnes vieillissantes. Et donc, au Québec, la recherche et l'intervention en ergonomie ont bien montré que des interventions en ergonomie pouvaient amener des modifications qui allaient favoriser la reconnaissance des risques des emplois des femmes. Euh, je vous réfère ici à un ouvrage récent vraiment passionnant de la chercheure Karen Missing, dont j'ai placé la référence à la fin de mon ouvrage, qui montre toutes sortes d'obstacles invisibles et aussi le fait qu'on sous-estime les risques dans les emplois féminins. Donc, les interventions en ergonomie ont bien montré aussi comment on peut utiliser cette discipline-là, l'ergonomie, pour favoriser l'accès des femmes à des métiers non traditionnels, le maintien en emploi des travailleurs vieillissants et aussi l'intégration en emploi de personnes en situation de handicap. Donc, on a entre autres plusieurs interventions de nos étudiants qui se sont faites dans des entreprises adaptées. Ah, pour terminer ma présentation, je voudrais montrer comment l'ergonomie peut avoir une intervention qui est à la fois au niveau micro à des postes de travail, mais aussi à l'échelle sectorielle ou à l'échelle des politiques publiques. Et donc, je vous réfère à une intervention récente faite par des chercheurs membres de l'équipe Santé, Genre, Égalité, qui a mis en évidence comment, si on utilise les statistiques d'indemnisation pour établir des priorités en prévention, c'est risqué de ne pas bien prendre en compte les risques dans les emplois des femmes. Et je donne aussi ici deux exemples d'interventions ergonomiques en recherche ou en intervention comme telle qui ont mené à des améliorations là, à l'échelle de secteur. Par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie, euh, une recherche, une intervention ergonomique qui a mis en évidence toute l'augmentation de la charge de travail des préposés aux chambres avec le fait que les hôtels veulent fournir une expérience améliorée à leurs visiteurs et donc plus de miroirs, de coussins,
de toutes sortes de choses, d'appareils, donc des cafetières, etc., dans les chambres, ce qui augmente la charge de travail. Et donc, sur cette base-là, des syndicats euh, ont développé la demande lors de négociations de réduire le nombre de chambres à nettoyer par jour, ce qui a été effectivement obtenu. Euh, D'autres recherches ont montré les risques de la posture debout statique, par exemple chez les caissières de supermarchés, et des ergonomes ont travaillé pour montrer comment on pouvait intégrer un banc assis debout dans les postes de caissière dans les supermarchés, ce qui me semble représente une option intéressante pour euh, permettre le recrutement là, de personnes plus âgées, comme c'est ce qu'on souhaite, et même pour des jeunes, dans l'industrie du commerce de détail. Donc, euh, bien sûr, on parle souvent d'automatisation comme une réponse aux pénuries de main-d'œuvre, mais il y a plusieurs études ergonomiques qui ont bien montré que l'automatisation est rarement parfaite, puis qu'il reste des dysfonctionnements qui font que l'intervention humaine reste nécessaire pour tout ce qui dévie de la norme. Et dans ces projets d'intégration d'automatisation, de nouvelles technologies, la présence des ergonomes peut faire une différence en offrant une approche qui permet de faire référence à l'activité réelle pour réfléchir sur le futur et une approche qui permet d'intégrer les différents acteurs et en particulier des représentants des travailleurs et des travailleuses dans ces projets pour en assurer l'efficacité et l'intégration de la prévention. Donc, je réfère ici à des travaux de collègues de l'Université Laval, dont Marie Bellemare, Sylvie Montreuil et Fernande Lamonde. Finalement, je vous présente donc la maîtrise en ergonomie qui existe à l'Université Laval depuis quelques années, avec son prédécesseur, le DESS en ergonomie et innovation et la maîtrise sur mesure en ergonomie. Ce sont des programmes soutenus conjointement, offerts conjointement par la Faculté de médecine, le département de kinésiologie, et la Faculté des sciences sociales, le département des relations industrielles auquel je suis rattachée. Avec la maîtrise en ergonomie, donc, il s'agit de développer une expertise multidisciplinaire pour porter un regard qui est multidimensionnel sur la personne en situation de travail, en puisant dans les diverses disciplines auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, et d'apprendre à maîtriser petit à petit la démarche et les outils propres à l'ergonomie, dite centrée sur l'activité. Et cette maîtrise-là de la démarche, elle se fait non seulement par des cours théoriques avec des exercices pratiques, mais aussi au cours d'un projet d'intervention. Donc, ce qui permet d'expérimenter, d'apprendre les interactions avec les personnes qui effectuent le travail analysé, puis aussi avec des décideurs et des professionnels qui influencent les situations de travail, et d'apprendre donc à accompagner des changements pour améliorer les aménagements, la formation, l'organisation du travail et l'environnement psychosocial du travail. Alors, il y a une série de cours, bien sûr, qui se suivent généralement dans l'ordre qui est ici. Donc, 4 cours lors du premier automne, 4 cours lors du premier hiver et le début d'un projet d'intervention dès le premier été d'inscription. Bien sûr, le programme peut se faire aussi à temps partiel. Et donc, le projet d'intervention est un apport majeur de ce programme-là. Il commence donc le premier été de la mission, si on a suivi tous les cours préalables, avec dans un milieu de travail qui est trouvé par l'équipe de la maîtrise en ergonomie. Et donc, la première étape, c'est de faire l'analyse de la demande fournie par ce milieu de travail et de réaliser des investigations préliminaires pour proposer un mandat. Et donc, c'est une intervention qui est supervisée tout au long par des enseignants de la maîtrise en ergonomie, par des rencontres hebdomadaires, un journal de bord, des travaux successifs là, qui sont évalués par les professeurs et les autres enseignants. La deuxième étape à l'automne, c'est un cours de 6 crédits
et où on continue à accompagner les étudiants dans leur présence en entreprise pour l'élaboration du diagnostic et de propositions de transformation. Et ça se termine au deuxième hiver avec l'implantation des transformations en collaboration avec le milieu et donc et également par la rédaction de rapports d'intervention de niveau professionnel. Donc, la formation qu'on offre à l'Université Laval permet l'accès à une certification professionnelle au premier niveau de cette certification, qui est une certification non obligatoire, mais largement reconnue, et donc celle qui est offerte par le Conseil canadien de certification des praticiens en ergonomie. Les finissants de la maîtrise en ergonomie sont employés dans des milieux très variés, des entreprises privées du secteur manufacturier et des services, des firmes de consultants en ergonomie ou d'autres firmes de consultants, des ministères, des organismes publics et parapublics, des organismes de prévention, des organismes spécialisés en réadaptation et des universités et des centres de recherche. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez consulter la description du programme de maîtrise sur le site de l'université et vous pouvez également m'écrire à l'adresse qui se trouve au bas de cette diapo. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Madame Gingras. Vous pouvez maintenant arrêter le partage de votre écran. Il est maintenant temps de laisser les participants pardon, poser leurs questions dans la section questions-réponses de l'outil. Et ce sera un plaisir de lire les questions à Madame Gingras. Oui, dans le deuxième exemple que vous avez donné, soit celui du projet d'intervention d'une étudiante avec des préposés aux bénéficiaires, dans le diagnostic, vous évoquez la pression temporelle. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, vous connaissez un peu le problème là, de la charge de travail élevée chez les préposés bénéficiaires, mais chez l'ensemble des soignants avec des difficultés à combler tous les postes, donc un nombre important de, de bénéficiaires, de patients, de résidents dont on doit s'occuper. Donc, et puis aussi les interruptions là, liées au fait que il y a du personnel non régulier qui est présent. Donc, la pression du temps, c'est le fait d'avoir beaucoup de choses à faire dans un horaire donné, avec des butées temporelles qui sont les heures de repas, entre autres, etc. Donc, cette pression-là du temps est pas favorable à une bonne communication avec les usagers pour utiliser le plus possible leur capacité résiduelle pour qu'ils utilisent leur autonomie. Puis, ce n'est pas favorable à la consultation des outils comme le plan de travail, le plan fonctionnel, etc. Parfois aussi, ce n'est pas favorable à l'utilisation de certains équipements qui limitent les transferts manuels. Donc, par exemple, des lève-personnes sur rail au plafond, tout ça. Donc, ça peut être vu un peu compliqué, là, puis on y va un peu plus vite avec tous les risques que ça implique. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport aux pressions temporelles. Donc, en limitant les interruptions, en faisant en sorte que les préposés d'agence aient les bonnes informations, etc., on limite un peu cette pression-là. Donc, voilà. Merci des précisions. On nous pose des questions sur les conditions d'admission à la maîtrise en ergonomie, à savoir s'il y a une cote minimale qui est exigée. Pour être admis ou admise à la maîtrise en ergonomie, la note de base, c'est 3 sur 4,33. C'est la cote en version Université Laval. On fait de la conversion si vous venez d'une autre université qui utilise autre chose ou si vous êtes à l'étranger. Et puis, on demande aussi un cours préalable qui peut, par exemple, si vous vouliez être admis ou admise à l'automne 2022, vous pourriez faire ce cours-là à la session d'été puisqu'il est offert à distance. Donc, ou bien si vous avez fait un cours équivalent. Donc, il s'agit de vous envoyer votre dossier qui doit comporter vos relevés de notes, bien sûr, un curriculum vitae et une lettre de motivation là, qui va nous amener à comprendre là, qu'est-ce qui vous intéresse et en quoi c'est
un prolongement de votre parcours ou un changement d'orientation, et cetera. Donc, la note 3 pour le bac. Merci à nouveau pour la précision. On nous pose des questions sur, le projet d'intervention. Est-ce qu'on parle davantage, d'observation ou on est vraiment plongé là, dans l'action, à la deuxième année? Alors, c'est vraiment un projet d'intervention. Vous êtes supervisé à distance par une équipe d'enseignants, professeurs chargés d'enseignement, chargés de cours, à chacune des 3 sessions. Euh, les enseignants ne vont pas dans le milieu de travail, donc on vous supervise de manière serrée, soutenue, mais à distance. Donc, ce n'est pas un stage d'observation, là, c'est vraiment un projet d'intervention où euh, vous êtes sur le terrain et vous êtes un futur professionnel, une future professionnelle. Très bien. Une autre question ici. Est-ce que vous remarquez des enjeux issus de l'ergonomie dans les secteurs qui emploient des travailleurs et des travailleuses de niveau universitaire? Oh, bien sûr. Oui, tout à fait. Ici, j'ai choisi de donner des exemples de, dans, dans des emplois dits peu qualifiés, mais où on voit que les exigences cognitives sont tout de même vraiment importantes. Mais il y a des interventions ergonomiques de nos étudiants qui sont faites dans des emplois hautement qualifiés, par exemple la restauration d'œuvres d'art. Ces gens-là sont des professionnels extrêmement rares et chez qui ben, on trouve des troubles musculosquelettiques importants parce que c'est du travail très, très fin avec des positions statiques, parfois avec des efforts importants, mais qui doivent être faits de manière contrôlée pour ne pas abîmer. Donc, euh, euh, oui, il y a eu des interventions ergonomiques qui ont été faites dans ce genre de poste-là. Puis pas seulement, quand je parle de troubles musculosquelettiques, là, c'est dans ce cas-ci, il y avait bien sûr des améliorations physiques au poste de travail, mais aussi, encore une fois, l'enjeu de pression temporelle qui fait qu'on ne prend pas nécessairement de pause, lié à la manière dont le travail est organisé, à la manière dont les contrats sont conçus, etc. Donc, euh, et puis bon, on a aussi eu des interventions dans euh, une compagnie d'assurance parce que c'était plus toute la gestion des dossiers, donc le traitement des informations, etc. Alors oui, les interventions sont possibles dans cet univers-là, tout à fait. D'accord. Une question ici. Est-ce que l'IHM est toujours respecté dans les projets? Je crois que vous parlez ici d'interaction homme-machine, c'est-à-dire les bonnes caractéristiques des affichages, des commandes, etc. Ben, bien sûr, c'est pas quand on va en milieu de travail, on voit que, oups, il y aurait souvent des améliorations à faire à cet égard-là. Puis, ça fait partie des connaissances de base dans lesquelles nos étudiants puisent pour réaliser leur projet, en effet. Donc, ça, c'est un univers dans lequel les développements sont plutôt faits par une discipline qu'on appelle les human factors, reliés au génie, qui est plutôt développé dans le monde anglophone, mais il y a aussi au Québec des gens qui sont plus dans cet univers-là. Nous, on puise là-dedans pour que ça contribue à la démarche qui est plutôt celle de l'ergonomie centrée sur l'activité. Parfait. Alors, il n'y a plus de questions. Donc, nous pouvons clore cette période de questions. Nous vous remercions à nouveau d'avoir partagé votre expertise sur le sujet de l'ergonomie Ça me et fait je vous plaisir. souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.